Nous allons maintenant passer à nos présentateurs. Aujourd'hui, nous avons quatre personnes qui vont nous partager leurs connaissances. Dr. Bernie Pauli, professeur à l'École de soins infirmiers et scientifique au Canadian Institute for Substance Use Research. Euh, Elle travaille sur l'équité en collaboration avec les communautés. Elle travaille avec les gouvernements politiques et nationaux. Elle est aussi co-responsable du programme d'études canadien pour l'approvisionnement sécuritaire. Elle fait partie du projet The Many Ways to Do the Same Thing. Elle est boursière aussi de différents organismes ici au Canada et en Australie. Dr. Tim Scottwell, ancien directeur du Canadian Institute for Substance Use Research de 2004 à 2020. Il a été à la tête des recherches en Australie et directeur là pendant 16 ans. Tim s'intéresse sur la modélisation des préjudices, la taxation, les prix. Il est boursier de Royal Society of Canada et est aussi co-responsable des études de CEMAP. Aaron Bailey, coordinateur de programme avec le Network of Drug Users à Vancouver et assistant de recherche avec le programme d'études ici à UVic. Et il travaille avec le site de Vendoux, est intéressé par les politiques aussi sur la consommation d'alcool. Herb Varley est un activiste et un résident de longue date du Downtown Eastside. Il fait partie du groupe Illicit Drinkers Group for Education, ou EDGE de Eastside, et il est membre de Holding Space de l'Université de Victoria. Et je donne maintenant la parole à Dr. Pauli. Bonjour, je suis très heureuse d'être ici aujourd'hui. La question qui a été à la source de nos recherches pendant plusieurs années, est-ce que l'alcool, est-ce qu'il pourrait avoir un programme d'intervention pour réduire les préjudices? J'ai travaillé avec Tim donc pendant plus de 10 ans et aussi avec Edge à Eastside Vancouver qui nous ont beaucoup aidés dans nos recherches. Nous avons une grande équipe de recherche et je veux reconnaître leur contribution. Pendant plus de 10 ans, je veux aussi reconnaître que je suis euh, un colon sur le territoire du peuple Equanen et je reconnais que nos recherches ont lieu dans divers territoires autochtones partout au pays et l'impact aussi disproportionné du colonialisme sur les peuples autochtones et sur la hausse des préjudices de l'alcool. Pendant 10 ans, nous avons reçu du financement par différents promoteurs et vous les voyez ici et les opinions que nous présentons dans notre recherche sont celles de la recherche, pas des promoteurs. Nous sommes très heureux de travailler ici avec l'EPCA. Je sais que vous connaissez très bien les coûts et préjudices de l'alcool. Les substances illicites sont bien sûr des carcinogènes coûteux, accoutumants et intoxicants. Je vais essayer de passer à la prochaine diapositive. C'est important de dire où vont les programmes de consommation gérés dans le cadre des politiques sur l'alcool.
Je sais que plusieurs d'entre vous êtes très familiers avec les politiques sur l'alcool pour réduire les préjudices, soit la tarification, la disponibilité, le marketing, l'âge minimum et les programmes SBIR. Alors ça, ce sont toutes des stratégies importantes, mais nous avons un groupe de personnes qui ne sont souvent mis de côté dans ces politiques et sous ces protections qui sont offertes à toute la population. Souvent, ces personnes à l'intersection de l'itinérance, la consommation euh, plus grande ou aussi la consommation, pardon, d'alcool non distillé à servir de boisson ou la consommation de substances illégales des modèles moins sécuritaires comme les beuveries et aussi la consommation dans des environnements qui ne sont pas sécuritaires. Et à cause de l'exposition à ces risques, ces personnes n'ont pas de lieu sûr où elles peuvent boire. L'alcool est bien sûr est une substance légale, mais si on n'a pas de maison, si on n'a pas accès à des pubs, il y a des risques accrus à boire dehors. Alors, en conséquence, au Canada en particulier, notre réponse a été de créer des programmes de consommation gérés. Si vous voulez en savoir un peu plus, je vous invite à voir The Poor, qui a été créé par The Fifth Estate il y a quelques années, qui fait la lumière sur le map d'Ottawa, qui a été un des tout premiers. Euh, le tout premier était à Toronto, qui pour prévenir le décès des gens qui buvaient à l'extérieur. Vous voyez ici une photo. Le Guardian a fait un très bon article, mais ils ont donné un très mauvais titre. Que les abris donnent du vin aux alcooliques. Ce n'est vraiment pas ce qui se passe à l'intérieur de programmes de consommation gérés. Je vais en parler un peu ici. Quand on a commencé notre recherche, on s'est tourné sur les différentes façons de gérer et aussi sur l'offre d'approvisionnement sécuritaire, aussi en quantité plus sécuritaire. Et ça fait partie d'un programme de consommation gérée, mais il y a beaucoup plus que cela, dont l'offre d'un endroit sécuritaire. Je sais qu'on va en entendre parler un peu plus, mais aussi offrir aux gens l'accès à des services sociaux et de santé et bien sûr des espaces sociaux où ils peuvent boire et maintenir aussi des liens, des relations sociales et des événements culturels. Au Canada, nous avons eu des programmes de consommation gérés. Ça fait un bon moment. Le premier était à Toronto, à Seton House. C'était en réaction, en fait. C'était un mandat euh, à cause du décès par engelure de 3 personnes qui n'ont pas pu aller à l'abri parce qu'ils voulaient boire à l'extérieur. Nous avons des programmes partout au Canada, comme vous pouvez le voir ici. Celles avec les étoiles sont ceux avec lesquels nous avons collaboré pour créer des évaluations. 7 programmes dans 6 villes et depuis la COVID, il y a eu une explosion dans le nombre de programmes. Avant, on en avait environ 23 partout au Canada. Maintenant, nous en avons environ 40 au Canada. Et il y a aussi des programmes à l'international en Écosse et dans d'autres parties du Royaume-Uni. Il y en a aux États-Unis et il y en a qui commencent à prendre, à être mises en place en Australie.
En général, les personnes qui participent boivent beaucoup, peut-être aussi de l'alcool non destiné à servir de boisson, des personnes qui vivent l'itinérance chronique. Lorsque l'on a commencé cette recherche, on s'est rendu compte qu'on avait besoin d'un programme qui allait soutenir les gens. Euh, il y a de l'intoxication publique fréquente et aussi des tentatives de sevrage nombreuses et l'utilisation fréquente des services de police. Avant de donner la parole à Tim, je voudrais rapidement dire que le but de notre recherche, alors ces programmes euh, et notre recherche vont en partenariat et nous voulons les évaluer partout au Canada. Il y a des questions clés ici, comme vous le voyez à l'écran, à savoir, est-ce que les programmes réduisent la consommation, les préjudices liés à l'alcool? Est-ce qu'ils améliorent le logement, la santé, la qualité de la vie? Et nous allons répondre à ces questions. Cette recherche a été une collaboration avec Edge depuis le tout début et ça, c'est une de nos équipes au tout début. Vous voyez Brittany Graham et je ne sais pas si je peux. Il y avait un membre d'Edge qui s'appelle Ron ici sur la photo aussi et on a aussi collaboré avec des personnes partout au Canada qui géraient des programmes de consommation gérés. Je vais maintenant donner la parole à Tim pour des données quantitatives et ensuite Herb et Aaron vont prendre la parole. Merci, Bernie. Je vais essayer de condenser 4 recherches qui nous ont pris 14 ans à conclure et tout le travail que l'on a fait. Et le travail dont Bernie vient de parler, je vais essayer de condenser tout ça en 15 minutes. Nous avons des méthodes mixtes ici, une étude sur plusieurs sites, des programmes de consommation gérés dans 6 villes. Euh, les 4 articles dont je vais parler aujourd'hui incluaient environ 175 participants, près de 200 personnes qui étaient aussi des témoins dans l'entourage. Nous avons des données quantitatives dont je vais vous parler dans les minutes qui viennent. Nous avons admis ces personnes dans les programmes, nous en avons fait le suivi. Nous avons étudié aussi leurs conditions en hôpitaux, dans les urgences, avec les services de police aussi. Nous avons évalué les décès. Nous avons fait des entrevues qualitatives, des analyses descriptives, des protocoles et des politiques qui ont été utilisés dans le cadre des programmes. Vous pouvez trouver tout cela dans les articles publiés sur notre site web et nous pouvons aussi vous les fournir. Alors, les résultats de l'étude. 3 domaines de préjudice qui nous intéressent plus particulièrement. Et il y a un dilemme ici parce que bien sûr, nous avons des problèmes aigus que les programmes MAP peuvent gérer, les décès par engelure tragique, par exemple, les blessures, les empoisonnements, des maladies aiguës. Bien sûr, il y a des conditions aussi chroniques à long terme, des personnes qui boivent beaucoup, les maladies du foie, des cancers, les AVC, bien sûr, les problèmes sociaux associés à l'alcool. Un des problèmes sur lesquels nous nous sommes concentrés sont bien sûr les compromis, les préjudices chroniques versus les aigus, pardon. Alors, il faut tenir compte des deux. Nous avons beaucoup de défis. On a eu la chance, bien sûr,
de gérer ces défis. Chaque site avait très peu de participants. Il y avait très peu de rotation de nouveaux participants. Cela limite donc le nombre de personnes qui participaient à la recherche. Plusieurs sites avaient des politiques variées et nous avons eu besoin de gérer des douzaines et des douzaines d'autorisations éthiques et confidentialité. Il y a aussi, bien sûr, le signalement, le sous-signalement de la consommation en l'extérieur du programme. Euh, on se rend compte, par contre, dans nos entrevues, que les personnes parlent bien ouvertement de leur consommation. Nous avons fait une étude pilote ici au Quickie Center à Thunder Bay, 18 pardon, participants autochtones, des femmes et des hommes en maison de tradition, avec 20 personnes de groupe témoins dans des abris tout près. Toutes ces personnes ont conservé leur logement. Les 20 participants, les 18, pardon, toutes les personnes du groupe témoin sont restés itinérants. Cela illustre les avantages pour les personnes qui faisaient partie du programme. Il y a aussi eu l'amélioration de la fonction hépatique et leurs modèles de consommation se sont aussi améliorés. Ils buvaient plus de jours par semaine, mais buvaient moins de consommation en général. Il y avait aussi moins de contact avec la police, moins de temps en détention préventive et en détoxication. Sur une période de 6 mois, nous avons aussi analysé les coûts à cause de la réduction des services de santé et de police. Les économies étaient plus grandes que les coûts. J'espère que vous pouvez comprendre cela. Ici, c'est u- une de nos premières études quantitatives avec tout l'échantillonnage. Et cela montre que le nombre de jours où les gens buvaient par mois, le nombre de breuvages qu'ils avaient par jour et le nombre de breuvages d'alcool non destiné à servir de boisson par mois et par jour. Les personnes qui faisaient partie des programmes à long terme, donc plusieurs mois, buvaient tous les jours, mais buvaient beaucoup moins de boissons par jour. Mais c'était beaucoup moins que les personnes qui venaient juste de commencer le programme ou qui faisaient partie du groupe témoin. Ça, c'était notre deuxième article. Je vais parler des autres articles qui étaient peut-être les plus importantes. Nous avons fait une étude des trajectoires où on s'est penché sur les préjudices liés à l'alcool sur une période de 12 mois et des clients du programme. Et la deuxième, on s'est penché sur les liens euh, sur la santé et les décès. Alors, le taux de mortalité, pardon, les présences à l'urgence, etc. Les caractéristiques de notre échantillon, 80 hommes, âge moyen 46 ans, plusieurs participants autochtones. Euh, Chaque personne avait des signes de dépendance à l'alcool sévères et la distribution dans les 5 villes du groupe témoin et des participants était très similaire. Alors, des personnes semblables dans chaque ville pour comparer les tendances et les niveaux de préjudice au début du programme.
Je vais passer à l'autre diapositive pour avancer. Alors, le résumé ici des résultats sur une période de 12 mois. Les participants avaient des modèles de consommation euh, plus, plus réguliers. Alors, ils buvaient plus de jours, mais moins de consommation par jour. Les participants ont aussi signalé moins de préjudices en général que le groupe témoin. Plusieurs désavantages se sont produits au tout début du programme. Mais au suivi, les participants avaient des préjudices moins élevés. Les participants ont conservé leur logement. La plupart buvaient moins d'alcool non destiné à servir de boisson. On a aussi découvert que les sites avaient des politiques très strictes sur la consommation à l'extérieur et avaient des meilleurs résultats par rapport à la consommation et aux préjudices. La troisième étude qui s'est penché sur les décès, les visites à l'urgence et les jours d'hospitalisation. Cela vous donne un peu une idée de la force des données. Le groupe témoin, nous avions 128 personnes que nous avons suivies, bien sûr, avec leur permission euh, pendant 548 777 jours. Les personnes dans le programme, le même nombre de personnes, mais ils avaient environ 580 séjours et près de 200 000 jours et 481 périodes en dehors du programme, pardon. Alors, le taux de décès, malheureusement, il y a eu beaucoup de décès dans les groupes de contrôle et dans les personnes qui faisaient partie du programme. Mais ce qui est important de savoir, c'est que 0,52 est le risque des personnes qui font partie du programme de mourir pendant cette période d'observation. Et ce taux était donc à peu près la moitié de celui qu'il était pour le groupe du témoin. Quand ces personnes étaient en dehors du programme, elle était beaucoup plus grand. Alors, les personnes qui participaient au programme avaient moins grand risque de mourir. Vous voyez ici, il n'y a pas de différence significative entre le groupe témoin et les participants du programme, mais la différence est avant et après MAP. Les participants au programme MAP avaient un plus grand risque d'aller à l'urgence quand ils ne participaient plus au programme. Alors, le MAP les protégeait de toute évidence contre ce risque. Alors ici, on voit le nombre de jours en hôpital. Le groupe témoin passait 2 fois plus de temps en moyenne à l'hôpital que les personnes qui participaient au programme de consommation géré. Alors, quelques conclusions. Je pense que c'est important de dire que plusieurs personnes ont peur que les participants au programme, que nous allons les tuer parce que nous donnons de l'alcool à un groupe de personnes très vulnérables, mais ce n'est pas ce que nous avons observé. Nous avons vu une réduction de 48 du risque de décès des personnes qui participaient parce qu'ils étaient protégés. Il y avait aussi un changement dans le modèle de présentation aux urgences, plus lié à l'alcool, pardon, et moins qui n'y étaient pas reliés. Les participants passaient beaucoup moins de temps à l'hôpital que le groupe contrôle et aussi avaient une espérance de vie accrue. Et par rapport au groupe contrôle. Il faut faire attention euh, à l'effet chronique tragique de la consommation importante d'alcool. Euh, Il y a un mythe disant que l'alcool non destiné à servir de boisson n'est pas aussi dangereux que l'alcool, mais ce n'est pas vrai parce que cela permet aux gens de boire beaucoup d'éthanol et donc la concentration est très élevée à un prix très bas. C'est quand même la même substance qui cause des préjudices. Pour équilibrer
les préjudices chroniques et aigus. Il faut penser à avoir des critères de seuil élevés pour la participation au programme de consommation gérée. Et il faut aussi favoriser les restrictions qui sont gérées et créées par des groupes de pairs sur la consommation à l'extérieur des programmes, donc qui sont créés par les participants eux-mêmes. Il faut aussi offrir du support aux participants qui veulent réduire ou qui veulent cesser de consommer et aussi surveiller la santé physique, la fonction hépatique, par exemple, et aussi fournir de la rétroaction aux participants du programme. Et enfin, ces données ici sont sur la consommation de cannabis comparativement aux participants des programmes MAP et au groupe témoin. Il n'y a pas de différence. 90 des participants aux deux groupes ont dit qu'ils avaient déjà consommé du cannabis. Euh, et dans les 12 derniers mois, ici, vous voyez que le groupe de contrôle consommait beaucoup plus de cannabis. Et il faut faire attention, il faut se dire que si on n'offre pas de cannabis, on pourrait créer plus de préjudice parce qu'on va encourager la consommation d'alcool. Et on travaille donc avec des scientifiques pour trouver les bénéfices de la consommation de cannabis. Et je vais maintenant donner la parole à Herb. Merci, Tim, à Bernie, pardon. Je vais parler un peu des résultats. Tim a parlé des résultats importants par rapport à la réduction des préjudices, la mortalité. Euh, il faut aussi comprendre la façon dont les programmes fonctionnent. Je veux, ici, il y a une citation d'un participant qui capture bien ce que plusieurs participants ont dit sur le programme, que ça a été une opportunité de connecter avec la famille, un lieu C'est un programme ici qui m'a donné de l'espérance et qui m'a donné la chance de penser à ce que je voulais faire avec le reste de ma vie. Et depuis que je viens ici, je sais qu'il y a un horizon pour moi. Comment les programmes fonctionnent? Nous avons fait une analyse en situation où on cartographie où les gens sont dans la communauté, quels sont les critères de gestion de l'alcool et elles ont donc évalué ces différentes arènes en abri ou dans la communauté, sur la rue ou dans les soins de santé. Mais en général, c'était un récit de déplacement, de survie et de déconnexion pour les personnes qui étaient en situation de survie dans la rue. Et avec d'autres groupes et avec Edge, nous avons reconnu qu'il y avait un modèle de consommation de survie. Quand un programme est introduit dans la communauté, c'est souvent aussi sous la forme d'un service ou d'un programme qui n'existait pas à l'avant. Et pour réduire les préjudices de l'alcool. Les personnes, donc, n'ont plus ne vont plus à travers ces différentes arènes. Dans ce cycle, quand les personnes vont d'une arène à l'autre, euh, ils, ils utilisent plusieurs services, mais n'ont pas accès aux services dont ils ont besoin. Mais lorsqu'ils commencent à participer à un programme MAP, alors cela change parce que cela leur donne accès à des services sociaux, de santé et culturels et communautaires.
Ça, c'est un article que nous avons fait avec Tim et Rebecca sur le fait que lorsque les personnes font partie d'un projet, elles ont moins tendance à faire des budgets pour des drogues, par exemple, ou à voler dans les... Qu'est-ce qu'on a appris donc sur la mise en place? Les programmes doivent répondre aux besoins des personnes qui y ont accès. Herb et Aaron vont parler du Salon des consommateurs qui a été conçu par un groupe de pairs. D'autres programmes se sont penchés sur leurs services pour s'assurer qu'ils étaient adaptés. Bien sûr, l'administration, le dosage et les politiques sur l'alcool sont importantes pour réduire les préjudices. Le logement est essentiel. On a regardé à des programmes où le logement n'était pas accessible. Et bien sûr, avoir un logement réduit les préjudices. Là où il y a de la connexion et de l'appartenance communautaire, euh, dans ce contexte, les programmes ont aussi de meilleurs résultats. Selon les recherches qu'on a fait avec CIMAP pendant plus de 10 ans, on a fait un partenariat avec la Colombie-Britannique, avec Edge. Et on a créé les premières lignes directrices opérationnelles sur les programmes de consommation d'alcool gérés au Canada et c'est offert en ligne et cela summarise nos résultats de notre recherche et donne aussi de l'orientation sur la façon de mettre ces programmes en œuvre. Je veux parler, pour terminer, de deux directives futures. On a travaillé avec CIMAP et plusieurs personnes, plusieurs communautés autochtones nous ont demandé à quoi ça ressemblerait si on avait un programme géré et dirigé par des groupes autochtones. Et ça, c'est un programme à Edmonton. Et vous voyez ici que le titre du rapport est en anglais, mais aussi dans les 5 langues autochtones de la région. Et l'importance de placer un map ici dans un contexte culturel. Et nous avons travaillé avec un groupe ici à Victoria et je peux vous donner plus d'informations là-dessus. Tim a parlé de cannabis et c'est important. Le potentiel que cette substance a pour réduire les préjudices des personnes qui participent au programme. Ce n'est Cela aussi a des avantages pour gérer le sevrage, la douleur, l'appétit, potentiel aussi en tant que substitut de l'alcool. On a fait une étude de faisabilité initiale en 2021 et eh bien, nous espérons pouvoir présenter les résultats d'une étude observationnelle entre les relations entre les maps et le cannabis. Vous pouvez trouver tout ce dont on a parlé aujourd'hui ici à l'adresse à l'écran. Et si cela vous intéresse, Aaron et Herb qui sont qui sont ici les rois de notre travail. Alors, je vous leur donne la parole. Merci beaucoup pour cette belle présentation. Je suis Aaron Bailey, je suis un coordinateur de programme ici à Edge, à Vendu. Nous sommes sur les terres non cédées des Premières Nations Squamish. J'ai un problème de langage. Je ne sais jamais quand est-ce que ça va causer des problèmes. Alors, je voudrais, plusieurs personnes ont fait
reconnaissance territoriale aujourd'hui, mais des fois, je fais 5 réunions par jour et je m'ennuie. J'ai plus envie de le faire et je ne le fais pas toujours et cela embête des gens. Mais la langue est importante et c'est là où je dis toujours ce que l'on appelle le Canada, ce que l'on appelle Vancouver, ce que l'on appelle Edmonton, etc. On oublie souvent que qu'une des armes les plus puissantes que les colons ont utilisées étaient les photographes et les botanistes et les biologistes et les soi-disant scientifiques. Et en renommant une montagne à l'infini, ils effaçaient au moins 10 000 années de connaissances autochtones. Pour ajouter, euh, il a fallu que je fasse la paix avec moi-même. Je vais boire chaque jour. Je bois moins. Des fois, je bois plus que je le devrais. Mais trouver une communauté comme ça, on veut boire à tous les jours. Et c'est ce qu'on va faire. Je suis allée à l'hôpital récemment pour un ami de 2 ans. C'était une aberration. Mais la meilleure façon pour moi de décrire Edge et le Drinking Lounge, c'est qu'on est une communauté de consommateurs qui voulons avoir un environnement le plus sécuritaire possible. J'ai pas beaucoup de choses à ajouter. Merci, Herb. Edge est un sous-groupe de Vandu pour les personnes qui sont des consommateurs illicites ou qui étaient avant des consommateurs d'alcool non destinés à servir de boisson, comme pour les membres d'Edge. On avait généralement des personnes qui étaient itinérants ou qui vivaient dans des hôtels, qui n'avaient pas assez de commodité. Edge a été créé en 2011 en réponse. Il y avait une caravane qui se promenait en Colombie-Britannique et dans le mouvement de prévention des préjudices en général et d'offres de services des personnes dont on a parlé plus tôt qui sont laissées derrière et qui vivaient beaucoup de morbidité et de décès. Le mandat d'Edge et d'inclure les consommateurs dans la discussion et dans la création de politiques adaptées à leurs besoins avec un modèle de syndication des consommateurs implémenté par Vandu. Grâce au partenariat avec l'étude de CIMAP. Et comme Bernie l'a dit, on veut adresser les iniquités et équilibrer la réduction des préjudices dans la rue grâce à des programmes qui fonctionnent pour la plupart de la population. And Edge did play a big part in fighting Bill C-31.
Edge a participé, a joué un grand rôle dans la tabulation du projet de loi C-34 dans soi-disant Colombie-Britannique, parce qu'avant, on pouvait consommer au milieu de la rue seulement. Euh, mais on sait, en tant que consommateur, que la prohibition ne fonctionne pas. Et quand il y a de la prohibition, les gens deviennent aveugles parce qu'ils boivent de l'éthanol. Il y a des accidents de voiture. Nous avons participé donc à l'injonction contre cela, contre la prohibition, en fait. Maintenant que le soi-disant gouvernement de la Colombie-Britannique veut aller au fédéral, passer par-dessus nous, c'est un peu un compliment, ce qui veut dire que nous avons fait un argument, présenté un argument formidable. Avec Edge, on a essayé, envoyer leur tous les PDF de Edge. On a commencé une vacance qu'on a appelée Living on the Edge. On a une page aussi en mémoire des personnes qu'on a perdues dans la guerre contre la drogue. Nous avons un guide de nutrition. George n'est pas ici, mais nous avons un guide pour ce que les buveurs, ce qui manque dans leur alimentation. Alors, la nature de la relation entre Edge et CIMAP, euh, ce partenariat euh, a fait partie du projet de recherche depuis le tout début et a créé des bénéfices mutuels. Et cela nous a aidé aussi à faire progresser notre mission. En 2013, quand CMAP a commencé à faire des évaluations dans le Hillside, Edge était présent en tant que groupe d'experts. Et depuis, est devenu permanent et pas ponctuel. En faisant cela, CMAP a permis à ce que chaque itération de l'adhésion des membres élus Edge aide donc aide au recrutement, au partage des récits pour guider aussi. Edge aide aussi à valider les résultats de CIMAP. Cela nous permet de définir nos priorités. Comment est-ce que l'on traduit ces connaissances académiques auprès des clients des programmes et auprès des consommateurs illicites dans la rue aussi pour leur donner accès à l'information pour permettre de réduire les préjudices liés par l'alcool. Alors, on est en partenariat en tout temps. Edge est toujours à la table avec CMAPS
pour comprendre ce que le projet fait, pour aussi collecter des données pardon, actives, pour conseiller aussi sur les actions futures. Voici donc un exemple un peu de cela, à quoi cela ressemble en pratique. En octobre dernier, on s'est rassemblés pour que les sites de CIMAP nous donnent un compte-rendu de ce qui se passait dans leur site relativement à la consommation de cannabis et aussi quelle orientation donner aux interventions futures. Vous pouvez voir ici Urban John, membre du comité directeur. Et cela a créé un consensus par rapport à l'utilisation de cannabis dans les programmes MAPS. Il y avait donc bien sûr des préoccupations par rapport au coût, à la participation des forces de l'ordre dans la des réglementations. J'aime cet exemple parce que ces directives ici sont un très bon exemple. La façon dont les connaissances cliniques de CIMAP interfacent avec notre programme EDGE. Je ne pourrais pas, moi, je n'ai pas cette expertise pour créer cela. Alors, CIMAP là, et on a ces données en parlant aux consommateurs. La plupart du temps, on réussit à mettre en œuvre des pratiques sécuritaires. Il y a parfois, on glisse, c'est la nature des personnes qui ont des accoutumances. Euh, les membres d'EDGE peuvent comprendre ces conversions. Qu'est-ce que cela veut dire consommer dans un espace sécuritaire? CMAPS conseille sur quelles sont euh, la planification d'un sevrage sécuritaire et Edge peut donc donner son avis fondé sur des données communautaires. Je devais écrire un guide sur Very little guidance existed to support those programs to pour implement. soutenir ces programmes d'implémentation du projet pilote. On avait peu d'informations. On ne savait pas ce qui allait créer un programme de haute qualité pour les participants. Mais heureusement, Edge, à cause de son expérience longue de plusieurs décennies, à cause de ses clients anciens et courants qui utilisaient du cannabis pour réduire les préjudices depuis des années, ces années, donc, il y avait donc un manque de données à MAPS, mais avec Edge, on a pu combler les brèches. I can say two couples, two sentences right now.
I'm on the cannabis program at Je this fais partie du programme de I've been cannabis growing. au I've been eating CMAPS. more and I've been sleeping better. Je mange plus Despite being et je hospitalized, but that's bois something I'm very happy mieux. with. Malgré mon séjour en hôpital qui était une aberration, c'était autre And chose. one thing I want to gently remind people Et je about veux is the gentiment scenario where rappeler aussi à tout le monde que people's material conditions need to change. les What's the point of going conditions to detox if you're going to be so doivent shitty at material changer. Quel est le or point, items le but d'aller en détox? if you're lucky enough that a cop didn't steal your tent or a park ranger didn't steal your tent? Pour retourner ou d'aller dans sa tente. Si on est assez chanceux, Yeah. si la police ne vous a pas volé votre The tente. one thing I like to remind Vandu and Edge is that J'aime you are rappeler à too much Vandu et Edge, time c'est qu'on passe just beaucoup trop de justifying our temps substance use à trouver without les necessarily substances sans nécessairement analyzing why we use substances in analyser the first pourquoi place. est-ce qu'on consomme des I drink substances every en day premier lieu. because Je I bois see chaque jour people living parce in que tents. I see the je cops vois des violent, gens qui vivent dans des and it's just the tentes, way je things need vois to la get. police violente et ça me donne une Wow. chance d'oublier. Very good sentences. And so, we like to point back to the cannabis versus as this place where On veut revenir these sur la knowledge ressource en cannabis où sure les how connaissances we can d'Edge et CIMA ont été two rassemblées different resources. One pour créer des client ressources facing for efficaces une medical fois clients pour seeking les cannabis, and one clients des to MAPS guide qui obtiennent du MAPS members cannabis to et best aussi practices to pour orienter les programmes sur le cannabis. to put this together, Edge convene focus groups. For being here, On a fait donc Maddie, des with 8 groupes to 10 de older discussion guys ici who à Edge avec stood out from 10 peers, hommes, Hank, not Hank, Miles, Earl, Cecil, for example, and Miles, who, Earl, as illicit Cecil, consumers, as et I do, qui, en tant que were asked consommateurs illicites, alcohol qui specifically, ont why do ou qui you utilisent de consume? l'alcool non destiné à servir, These conversations non destiné à have servir de boisson, massively et impacted ces conversations ont the ways créé that nous ont permis de faire des consumers use découvertes cannabis to regulate their formidables appetite, to eat que better, to les stay well, consommateurs utilisent le cannabis pour manger to mieux, pour manage se sentir GI mieux, symptoms, pour gérer les problèmes not necessarily to gastro-intestinaux, perform their well management, but to cut down pas on nécessairement pour gérer and leur so those sevrage, kinds of nuances mais aren't only pour les accessible through the Edge soutenir. membership, which Et participating in these discussions, ces données ont so donc été capturées pendant so ces discussions et on for les example, a with présentées aux équipes de citation guidance CIMAP. that feds Et cela a donné lieu à des directives best practices sur on le how to use sevrage, cannabis sur les legally, meilleures and des pratiques exemplaires uh, uh, models at that time. pour créer des modèles aussi. And so, thankfully, we're able to publish what this process kind of looked like in the Dans le journal International Journal of Drug Policy, l'année dernière, in reading through this collaboration as a narrative with the cannabis work cette as a case study. collaboration avec Folks can le find this here. cannabis comme étude de cas, vous pouvez And so, trouver cela, les résultats to ici. close this out, Alors, pour terminer, we just spend a moment talking about a couple campaigns that Edge nous is allons parler running on de now, quelques in campagnes addition to supporting euh, CMAP's work. So her lancées no par new for Edge. but as a peer governed organization and as a program coordinator, I take direction from the Edge membership. The Edge membership Les membres d'Edge commits me donnent des directives par rapport aux politiques sur lesquelles nous travaillons et présentement, nous travaillons sur l'autonomisation des membres et la nutrition, la supplémentation, les soins hospitaliers et la substitution du cannabis et les groupes de défense aussi en Just getting hôpital. people out of the neighborhood. It's true. That's a good point. If you live on the downtown east side long enough, your life literally shrinks to like 8 blocks. Si vous vivez dans le downtown east side assez longtemps, votre vie très rapidement se résume à 10 pâtés de maison. Oh, one thing I also want to say is Je voulais aussi dire the que housing people are les people personnes
en itinérance partout au soi-disant Canada. Les personnes avec de l'accoutumance, les personnes qui meurent à cause de la guerre contre les drogues. Ces personnes ne sont pas des insectes dans le système, ils font partie du système. Nous vivons dans une société postcoloniale, selon moi, et on a besoin de ces personnes-là pour regarder les personnes pauvres qui travaillent, pour leur donner des barèmes. On a aussi besoin des itinérants parce que il va y avoir des hausses de budget un peu partout au soi-disant Canada et la police a été créée à l'origine pour déplacer les personnes autochtones de leur territoire traditionnel. So, in closing, Pour terminer, Canada's primary campaigns at the moment is notre campagne principale peer de- empowerment at the neighborhood est only, l'autonomisation au niveau only currently active map site called the PHS Drinkers Lounge. des So, sites MAP Drinkers Lounge is an odd actifs. map model. It's quite unique in the sense that Le it is a Jenkins completely Lodge office est space that unique is parce que a c'est un nonprofit espace co-op in which communautaire, une coopérative de brasserie traditional techniques communautaire and actively work to run the program's day-to-day operations. It's pour avoir une the Drinkers Lounge opération activities quotidienne, donc run and supply de their products brasserie online. personnelle, si vous voulez, de Whoever comes to brasser sa consommation. are Alors, enrolled there. Emma Despite participe the là really high degree of peer involvement at the et Drinkers Lounge, malgré la grande implication des pairs au Drinkers we tend to Lounge, encounter quite familiar tensions les between membres like d'Edge member preferences, vivent demands, and the beaucoup de traditional tensions par rapport leadership in a top-down service model. aux organisations charitables. Therefore, recent campaigns at Edge have really focused Une on de nos sort of campagnes, activate donc, the euh, at the Drinkers Lounge to s'est penchée sur pouvoir role in aider, leadership, donner à des membres du lounge, pardon, des rôles de leadership, with peers and d'intégration et de participation à la création des politiques internes. Et Herb fait partie de la programmation des programmes. that was previously raised about peer buy-in for restrictions on outside alcohol. We are absolutely seeing that at the Drinkers Lounge. Il y a donc une réduction et on le voit de la consommation en extérieur. On essaie aussi de revisiter les critères d'admission pour les adapter aux besoins des membres actuels. So on a really big vitamin and nutritional harm reduction kick. So drawing on the lived experience of certain Edge members. Si on s'inspire de l'expérience de vie des membres de Edge, ils ont réalisé que les ressources de réduction des préjudices étaient pour les personnes qui buvaient activement et beaucoup. Alors, ensemble, on a consulté la littérature académique, scientifique, et Edge a créé cette ressource que l'on peut circuler dans d'autres sites Maps. On B1 deficiency as Et on a donc se concentre sur les déficiences en vitamine B1 qui arrivent souvent pour les personnes qui consomment de l'alcool. On the BC drug formulary as a psychiatric med or long-term care medication. And that's all thanks to George, who is Et ça, c'est grâce à George qui prépare des mets délicieux juste quelques pâtés de maison plus loin. Oui, c'est là où on va aller après. On a aussi travaillé avec Providence Healthcare, avec du personnel de première ligne.
Ce partenariat a commencé il y a 1 an avec les consommateurs et les personnes qui avaient des mauvaises expériences en hôpital. Aussi inspiré par des années de la violence, par les années de prohibition. Avec Providence Help, Edge travaille pour créer une relation entre nos groupes de consommateurs de drogue et les groupes en communauté. Edge pense donc que les relations avec l'équipe de CMAPS est donc intégrée et avantageuse mutuellement, et cela depuis le début. Les membres d'Edge ont des connaissances uniques ainsi que des compétences, tout comme les membres de l'équipe CMAPS. Nous avons donc rationalisé ce partenariat donc, en communauté pour avoir accès à des données plus pertinentes. Et cela aussi est aussi vrai pour le travail que l'on fait dans le domaine du cannabis, qui est en continu. Et les membres de MAP sont très cliniques, offrent des espaces sous haute surveillance. Et ce sont donc des agents, pas des clients. On dit aux personnes qui gèrent des MAPS ou qui en créent qu'ils créent ces relations pour qu'il y ait donc une intégration authentique. Et je pense que c'est très important de le reconnaître. Pour le dire autrement, j'aime à dire à nos membres d'Edge et du Lounge que oui, nous sommes des consommateurs, mais cela n'a pas besoin de nous définir. Nous avons aussi de l'autonomie. On l'oublie. Souvent, parce qu'on essaie de trouver une solution à nos problèmes. J'ai bu probablement des dizaines de milliers de bouteilles, mais la solution n'est jamais là. C'est pour ça que je parle de superstructure et de conditions importantes, matérielles, tout le temps. Alors voilà, c'est tout pour nous. On aime terminer par cette diapositive. Rest in Power, des membres de notre communauté vivent un taux très élevé de décès liés à l'alcool, maladies chroniques et depuis 2015 aussi des stimulants contaminés. Je ne voudrais pas finir cette présentation ici sans rappeler notre solidarité avec les personnes qui font du travail pour protéger les membres d'Edge. Si vous avez la chance de supporter Dolph, Edge l'apprécierait.